On a ici un convertisseur de tension. Donc ça c'est très pratique parce que tu peux le brancher soit à la batterie du véhicule, soit sur l'allume-cigare du véhicule en 12 volts ou 24 volts et ça te ressort en sortie du 230 volts alternatif. Et on a une petite option en plus ici. On a une prise USB en 5 volts. Donc quand on fait des voyages en camping ou de longs trajets en camion pour nos amis les routiers, c'est bien utile. Tu peux ainsi brancher un micro-ondes, une télévision sur une prise secteur, de type secteur, avec la broche pour la terre. Donc tu as deux choix, soit tu le branches directement sur l'allume-cigare, après ici tu as les deux cosses pour faire la fixation avec le boîtier. Donc si tu utilises ce câble là branché directement sur l'allume-cigare, il n'y aura pas besoin de fusible, étant donné que l'allume-cigare est protégé par le tableau électrique du véhicule, il aura son propre fusible. Donc tout le câblage en entrée du convertisseur sera protégé. Par contre, si tu branches le convertisseur de tension directement à une batterie, il faudra avoir un câble avec un fusible approprié. Donc du 350 watts, on conseille un fusible de 35 ampères. Après, d'après le manuel d'utilisation, ils disent aussi que en entrée, il faut éviter d'utiliser une rallonge. En effet, la loi d'Ohm dit que U est égal à R fois I. Donc plus tu mets une longueur de câble élevée, plus tu augmentes la résistance et plus tu diminues la tension à l'entrée du convertisseur. Ce qui fera qu'en sortie, tu auras un rendement faible. Donc on déconseille de mettre une rallonge en entrée entre la batterie et le convertisseur de tension. Donc après ici on voit qu'on a une broche, la troisième broche pour la terre. La terre en sortie de boîtier, tu peux la fixer ici, tu as une petite vis. Donc soit tu la relis à la masse du véhicule, auquel cas ce qui fera la mise à la terre, ce sera la carrosserie du véhicule. Si tu as une batterie dans un terrain vague, il faudra mettre un piquet en métal bien enfoncé et avec un câble, le brancher ici et le brancher sur le piquet métallique. Comme ça, si quand tu branches un appareil domestique à la prise, il y a un faux contact et que tu touches cet appareil et que l'électricité vient en direct en contact avec ta peau, pour éviter que tu sois le conducteur entre l'appareil et la terre, le câble électrique, là, lui, servira de protection, un peu comme un disjoncteur différentiel. Il empêchera que l'électricité ne passe pas dans le courant et l'électricité passera directement par le câble. Donc après, ce convertisseur de tension, il a aussi à l'intérieur une alarme, un bip. On voit ici, là ici ils disent pour le câble 35 ampères. Si tu mets un câble directement à la branche à la batterie, il faut 35 ampères. Là, étant donné que le faisceau est déjà protégé par le tableau électrique du véhicule, tu n'auras pas besoin.
le bip, le signal d'alarme, c'est celui-là. Donc, tu auras un bip, 3 bips longs. C'est une batterie faible, c'est-à-dire que la batterie de ton véhicule est en train de se décharger. Donc, on conseille de faire tourner 10 à 20 minutes le véhicule pour pouvoir recharger la batterie. 4 bips, 5 bips rapprochés, trop chaud, et bip ultra rapproché, surcharge. Ici, on a un contacteur pour démarrer. On a un ventilateur en sortie pour pouvoir refroidir l'intérieur. Et là, une LED pour indiquer que l'appareil est en fonctionnement et une LED pour indiquer que l'appareil a un défaut ou est en surcharge. Alors, comment ça se présente à l'intérieur? Là, ici, tu as l'entrée. Là, la sortie. Donc ici, aux bornes, tu auras du 12 volts en courant continu. Et en sortie, on aura du 230 volts en courant alternatif sur une fréquence de 50 Hz. Et là, on aura du 5 volts en courant continu. Donc à l'intérieur, on va avoir plusieurs composants électroniques pour pouvoir modifier ce courant. Donc en entrée, on retrouve ici les 12 volts qui arrivent par le fil rouge et le fil noir. Ils sont tout d'abord lissés par deux condensateurs. Ici, là, on a deux condensateurs qui permettent de lisser le courant en cas de fluctuation de la tension. Donc, il se charge en montée et se décharge en descente. Comme ça, on a un courant lissé. Puis après, on retrouve un transformateur. Mais ce transformateur, c'est un petit transformateur. C'est un transformateur haute fréquence. Il faut savoir que les transformateurs sont beaucoup plus efficaces à haute fréquence qu'à basse fréquence. Plus la fréquence est faible, plus le transformateur devra être gros. De plus, un transformateur ne fonctionne que en courant alternatif. Il faut que dans le bobinage primaire, il y ait du courant alternatif pour qu'il puisse être retransmis dans le bobinage secondaire. Si tu mets du courant continu dans le bobinage primaire, dans le bobinage secondaire, le courant continu sera retransmis grâce à la force électromagnétique, sauf que comme c'est du courant continu qui va que dans un sens, les électrons seront repoussés de chaque extrémité des deux fils, et il n'y aura pas de circulation de courant, puisqu'une fois qu'ils seront repoussés, ils seront repoussés. Ils ne reviendront pas en arrière. Tandis qu'avec du courant alternatif, les électrons seront repoussés à l'extrémité des deux fils et reviendront. Et si on ferme le circuit, bah, du coup, tu auras une circulation de courant. Donc là, on a un transformateur haute fréquence. C'est un petit transformateur qui va augmenter la tension dans le courant secondaire en sortie. Donc on aura en entrée du 12 volts et en sortie une tension supérieure, du 230 volts. Mais pour que le 12 volts en courant continu puisse être transformé en courant alternatif, il doit passer en sortie de condensateur, il doit passer par 4 MOSFET. Ici, tu as 1, 2, 3, 4 MOSFET qui sont des transistors, mais à très haute fréquence et qui ont une capacité de dissipation de chaleur supérieure à un petit transistor. À ces hautes fréquences-là, si tu mets juste de simples transistors, les transistors ne vont pas durer longtemps. Donc tu vois, le transistor est composé de 3 pattes. Donc un transistor, c'est comme un relais.
tu as une patte qu'on appelle la gate, c'est le pilotage. Et les deux autres pattes, il y a une patte où l'électricité est en attente. Et la deuxième patte, l'électricité ressort si la gate est pilotée. Donc grâce à ces transistors-là, ces 4 transistors, on peut par exemple envoyer du 12 volts du côté positif du fil, puis ouvrir le côté et fermer le côté négatif. Donc il y a une circulation du côté positif et du côté négatif. Puis après, ouvrir ouvrir le côté positif et ouvrir le côté négatif. Et grâce à 2 autres transistors, laisser passer le courant du côté négatif vers le côté positif. Donc on change de manière alternative le sens du courant. Et ceci à très haute fréquence, car les transistors vont s'ouvrir et se fermer à très haute fréquence. Donc on aura du courant alternatif à très haute fréquence. On aura du 12 volts, du courant 12 volts alternatif à très haute fréquence, à 50 kHz par exemple. Donc ce qui fait à peu près 50 000 Hz. Donc ce courant-là, après, arrivera ici dans le transformateur, dans le côté primaire. La force électromagnétique va être transmise dans le côté secondaire. Et dans le côté secondaire, on aura donc du 230 volts haute fréquence, puisque le transformateur aura transformé les 12 volts, aura modifié la tension du 12 volts en 230 volts. Et on se retrouvera en côté secondaire avec du 230 volts alternatif haute fréquence à 50 000 Hz, 50 kHz. En sortie de transformateur, on retrouve ici un relais. Ici, tu as un petit relais. En sortie de transformateur, on retrouve ici un relais. Ce relais est piloté directement par le contacteur marche-arrêt. Tu vois les deux fils du contacteur marche-arrêt qui sont connectés ici et qui pilotent ce relais. Donc, pareil, le relais a un bobinage. Quand 12 volts alimente le bobinage, ça vient fermer le circuit et du coup, ton circuit côté secondaire sera fermé. Et si tu mets off, ton circuit côté secondaire sera ouvert. Le côté primaire du circuit, l'entrée du circuit sera toujours alimentée, mais c'est pas trop grave puisque c'est du 12 volts. Donc il n'y a pas trop de danger. Mais par contre, la sortie, elle, ne sera plus alimentée. Donc maintenant, on se retrouve avec du 230 volts haute fréquence à 50 kHz. Mais nous, en sortie, sur la prise de type secteur, on veut du 230 volts basse fréquence à 50 Hz. Si tu mets 50 kHz sur les appareils domestiques, ils vont fondre. Il y a trop de fréquences, donc il y aura trop de fluctuations de courant, ça va faire surchauffer les composants, ils vont fondre. Donc, pour ça, il va falloir faire l'inverse. À juste petite précision, là ici, un relais, comme il y a un bobinage, quand tu ouvres le relais, le bobinage a tendance à renvoyer du courant en sens inverse. Donc pour éviter de court-circuiter le courant en amont, on a une diode de roue libre, on appelle ça une diode de roue libre, qui permet de renvoyer le courant qui sera renvoyé par le bobinage dans l'autre sens, et éviter de cramer le circuit en amont. Donc je disais, ce courant 230 volts alternatif haute fréquence, on va devoir le redresser et le lisser pour pouvoir le rehacher avec des transistors. Donc, en sortie de transformateur, il va repasser par un pont de diode. Ici, on a un pont de diode. La partie positive passera dans un sens et la partie négative sera forcée à passer dans le côté positif grâce au pont de diode. Donc ici, on va se retrouver avec une sinusoïde plus alternative qui passera du plus au moins, mais une sinusoïde positive. Le problème, c'est que ça restera une sinusoïde, des vagues, mais positive. Et
on veut un courant parfaitement lissé pour pouvoir le hacher correctement à fréquence correcte. Donc on aura donc 2 gros condensateurs. Cette fois-ci, tu remarqueras que les condensateurs sont beaucoup plus gros que ceux en entrée, puisqu'en entrée, on avait du 12 volts. On avait des condensateurs de, je ne sais pas combien de microfarad, mais ceux-là, là, ils sont de 220 microfarad. Donc on a deux gros condensateurs en série de 220 microfarad qui permettent de lisser ce courant qu'on a redressé. Donc là, étant donné que le courant alternatif, on utilise la tension moyenne, quand il va être redressé, on va se retrouver avec plus du 230 volts, mais du 320-340 volts, mais en courant continu, qu'on va lisser, et là on aura parfaitement 340 volts lissés en courant continu. Donc après, ce courant continu, lui, on va devoir le réhacher pour le réonduler en courant alternatif. Donc pour ce faire, on aura ici, on ne les voit pas puisqu'ils sont dans des gaines isolantes, on a ici 4 MOSFET qui sont beaucoup plus gros que ceux qu'on avait en entrée. On a 4 MOSFET qui sont capables de dissiper beaucoup plus de chaleur. Et ces MOSFET vont refaire la même chose que ceux qu'on avait en entrée avec le 12 volts. Ils vont hacher le courant dans un sens et dans l'autre pour permettre d'avoir un courant alternatif. Donc on va transformer ce 340 volts courant continu en 230 volts courant alternatif, mais cette fois-ci plus en haute fréquence, mais en basse fréquence à 50 Hz. Donc ces MOSFET-là sont directement pilotés grâce à un microcontrôleur qu'on a ici. C'est lui qui va décider de la cadence d'ouverture et de fermeture des MOSFET. Donc ce microcontrôleur, lui, pour qu'il fonctionne correctement, il est couplé à un quartz ici. C'est l'horloge. C'est elle qui décide, c'est elle qui cadence ce microcontrôleur, ce microprocesseur. Et ce microprocesseur, lui, va envoyer les signaux pour fermer les gates, les pilotages des MOSFET. Mais pour éviter, admettons, s'il y a un court-circuit dans les MOSFET, cette haute tension peut être transmise ici et peut se finir ici dans le côté 5 volts USB. Donc pour éviter d'avoir ce problème-là, on n'aura jamais une liaison directe en filaire entre le microcontrôleur et les MOSFET. La liaison se fera par des octocoupleurs. C'est ce qui s'appelle la protection galvanique. Le côté haute tension, qui est ici, ne sera jamais relié directement avec le côté basse tension. Là, le transformateur, il n'y a pas de liaison directe entre le côté basse tension et le côté haute tension, puisque la liaison se fait grâce à la force électromagnétique. Et là, l'octocoupleur, c'est en fait, c'est des coupleurs qui se fait par la lumière. Donc, on a 3 octocoupleurs. Donc, un octocoupleur va piloter 2 MOSFET et un autre octocoupleur va piloter 2 autres MOSFET. Et le troisième octocoupleur, lui, va recevoir la tension de ces 4 MOSFET et va le renvoyer dans le microcontrôleur pour que le microcontrôleur, lui, puisse réguler la tension et puisse réguler aussi l'ouverture et la fermeture pour maintenir une tension de sortie de 230 volts correcte et maintenir une fréquence correcte. Donc le microcontrôleur fonctionne uniquement en courant continu, donc cette tension qui va être envoyée sur le MOSFET va être également redressée par des diodes, un pont de diode, pour être envoyé ici dans la partie commande. À côté du microcontrôleur, on a un petit buzzer, c'est l'alarme. Cette alarme-là, elle est pilotée par le microcontrôleur. C'est cette alarme qui bip qu'on voit dans le manuel d'utilisation ici.
C'est cette alarme-là qui t'avertit si la batterie du véhicule faiblit ou si le boîtier est trop chaud ou s'il y a une surcharge de tension. Ici, on a une deuxième puce. C'est un comparateur de tension. Donc cette puce-là, elle va comparer trois choses. Elle va comparer la tension d'entrée de 12 volts par rapport à un seuil limite. Si cette tension est trop élevée ou trop basse, cette puce va envoyer un signal au microcontrôleur pour soit émettre un signal d'alarme pour indiquer que la tension de la batterie du véhicule est trop bas, soit carrément arrêter le pilotage des MOSFET de 230 volts et ainsi empêcher qu'il y ait du courant sur la prise de type secteur. Il va aussi contrôler les surtensions. S'il y a une surtension, pareil, il va envoyer l'info au microcontrôleur qui va automatiquement arrêter le pilotage des MOSFET. Et il va contrôler aussi la température grâce aux thermistances. Ici, on a deux thermistances. La résistance diminue en fonction de la chaleur. Et à partir d'un seuil limite, le contrôleur de tension va envoyer un signal au microcontrôleur qui, lui, va faire soit démarrer le ventilateur. Ici, on a le ventilateur. Soit il va faire démarrer le ventilateur pour faire abaisser la température. Et si la température monte trop, pareil, le microcontrôleur va arrêter le pilotage des MOSFET pour éviter une surchauffe dangereuse du circuit. Donc, ici, cette partie-là, ici, on a un MOSFET, des condensateurs. Cette partie-là va permettre d'abaisser la partie 12 volts en courant 5 volts. En fait, ce MOSFET ici, ce petit MOSFET là, va être piloté afin de moduler son temps de fermeture. Et en modulant son temps de fermeture, on aura un temps de fermeture moyen, élevé ou bas. Là, en l'occurrence, on va avoir un temps de fermeture faible pour avoir une tension moyenne abaissée, pour permettre de passer du 12 volts au 5 volts. Puis après, il va être parfaitement lissé grâce à un autre condensateur qui va se charger pendant qu'il y a du courant et se déchargera une fois qu'il n'y aura pas de courant, puisqu'il y aura un temps d'ouverture et de fermeture. Donc pendant l'ouverture du MOSFET, ce condensateur va se décharger. Mais en sortie, on aura bien du 5 volts DC en courant continu, qui permettra d'alimenter le microcontrôleur qui lui fonctionne en 5 volts et alimenter la prise USB de 5 volts en 500 mA. Pour en revenir à la protection galvanique, le circuit imprimé est divisé en deux parties. Donc, on a du transformateur jusqu'à la moitié de la prise type secteur, ici, là. Toute cette partie-là, là, c'est la partie haute tension. Et cette partie-là est complètement isolée de cette partie ici, qui est la partie basse tension. On retrouve ici la partie 12 volts et ici toute la partie 5 volts. Donc ça te permet, cette protection galvanique permet d'avoir aucun contact filaire entre les deux zones. Ça évite par exemple à l'utilisateur, lui, quand il appuie sur le contacteur marche-arrêt, il va piloter du 12 volts. S'il y a un problème d'isolation, il ne va pas se prendre du 230 volts dans les doigts. Il va se prendre 12 volts, ce qui n'est pas mortel. Et pareil,
en sortie ici, s'il y a un problème d'isolation, sur la prise USB, on n'aura pas de 230 volts, on n'aura que du 5 volts. Et donc, on ne va pas griller notre tablette ou notre téléphone. Donc, ça, c'est la protection galvanique pour protéger l'utilisateur. On voit bien qu'en sortie des MOSFET, la prise de type secteur, 230 volts alternatif, on a 3 fils, le fil de la Terre qui est relié directement à la cosse en entrée du boîtier. On a le fil marron et bleu qui sont en sortie des 4 MOSFET, qui sont du côté haute tension du circuit. Donc ici, on a une liaison par un transformateur. Il n'y a aucune liaison filaire. Et ici, on a une liaison par des optocoupleurs. 4 optocoupleurs que j'ai parlé tout à l'heure. Alors, comment fonctionnent les optocoupleurs? On se rapproche un peu. On voit là celui-ci, là, du milieu, là. Celui-ci, là. Il y a 2 broches d'un côté et 2 broches de l'autre. En fait, ces 2 broches-là alimentent une LED émettrice. Et ces 2 broches-là alimentent et branchées à la LED réceptrice. Quand le microcontrôleur envoie un signal, il vient alimenter la LED émettrice et la LED émettrice envoie un faisceau lumineux à la LED réceptrice qui, elle, envoie un signal électrique pour alimenter 2 de tes MOSFET. Donc, on aura 2 optocoupleurs qui seront branchés dans un sens, où on aura la LED émettrice du côté du microcontrôleur, et le 3e optocoupleur, lui, qui va envoyer des informations retour au microcontrôleur, sera branché dans l'autre sens. La LED émettrice sera du côté haute tension, et la LED réceptrice sera du côté du microcontrôleur. En fait, les optocoupleurs, ça fonctionne un peu comme la télécommande de ta télévision. La LED infrarouge qu'il y a sur la télécommande de ta télévision, quand tu appuies dessus, c'est une LED émettrice, et sur ta télévision, tu auras une LED réceptrice pour pouvoir changer les chaînes. Donc, comme je l'ai dit, un microcontrôleur, quand les thermistances détectent une température trop élevée, l'info est réceptionnée par le comparateur de tension qui envoie l'information au microcontrôleur, et le microcontrôleur, par la prise ici, vient envoyer de la tension pour piloter ton ventilateur. Lui va aspirer de l'air pour l'insuffler dans l'habitacle et refroidir l'ensemble, surtout le transformateur. On met le transformateur parce que le transformateur, c'est l'élément qui chauffe le plus avec les MOSFET. On le met proche du ventilateur. Donc là, on a fait le tour de tous les composants électroniques qui constituent ce convertisseur de tension. 12 volts courant continu ou 24 volts courant continu en 230 volts alternatif 50 Hz. Et ça délivre une puissance de 350 watts. Pour calculer la puissance c'est égal à la tension fois l'intensité. Donc pareil, ici tes câbles doivent être de section proportionnée. Si par exemple tu mets une résistance, si tu mets un fusible de 35 ampères, il faut savoir qu'il y aura 35 ampères qui va circuler avant que le fusible ne saute. Donc il faut que tu aies un câble dimensionné aux bonnes sections pour éviter d'avoir un câble fondu.
Après, en sortie, on a des câbles standards. Hein. Pour le 230 volts, on a des câbles standards. C'est pas à toi de vérifier ta section. Normalement, les câbles ils sont standardisés pour les appareils domestiques.